Mon invité ce matin dans Les Échos est adjoint à l'urbanisme auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bonjour Jean-Louis Missika. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On vous reçoit parce que vous publiez ce livre qui est sorti le 4 octobre, Des robots dans la ville. Vous parlez notamment de la révolution à venir de la voiture autonome et donc de la robotisation de toute l'industrie automobile. Pour le dire très simplement, on va vivre, si on se base sur votre livre, non seulement un impact, un changement économique, un changement de paradigme pour les constructeurs, mais aussi presque un changement social et d'organisation dans la ville. On va en discuter. Mais tout d'abord, on est aux Échos, on va parler d'économie avec cette citation, page 86 de votre livre. « Les constructeurs historiques parient sur une adoption progressive et maîtrisée de la robotisation. Les nouveaux entrants parient sur la rupture et la mise sur le marché le plus vite possible des véhicules entièrement automatisés. » Ma question, Jean-Louis Missika, lequel va gagner ? C'est difficile de répondre à cette question. Aujourd'hui, on voit bien, c'est assez classique. On a connu ça dans les télécommunications avec Internet. Vous avez ce qu'on appelle les acteurs historiques, les constructeurs historiques. Ils ont une vision de l'introduction progressive de l'automatisation. C'est même codifié. Il y a 5 niveaux. Et aujourd'hui, on en est au niveau 2, on va passer au niveau 3, et la voiture entièrement robotisée, c'est le niveau 5. Mais vous avez de l'autre côté les Google, les Tesla et quelques autres qui ont une vision disruptive, on connaît bien, façon smartphone, et eux, ils veulent aller directement aux véhicules 100% autonomes. Et on voit bien qu'il y a 2 stratégies. Et ces 2 stratégies, elles sont contradictoires. C'est-à-dire qu'il y en a nécessairement une qui gagnera. Mon sentiment personnel, c'est que la disruption est l'hypothèse la plus probable. Il y a un auteur qui dit, regardez, est-ce qu'on est passé du téléphone mobile au smartphone avec 5 niveaux d'automatisation du smartphone? Non. C'est Benedict Evans, voilà, exactement, que vous citez dans votre livre. Exactement. Et donc, nous sommes aujourd'hui autour de cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une vraie rupture? Oui. Ou alors, est-ce que ça va être progressif? Alors, c'est vrai que la progressivité, elle est aussi commandée par le risque d'accident, par le fait qu'on va mettre des véhicules dans les rues avec d'autres qui seront conduits par des êtres humains, que la cohabitation entre humains et robots ne va pas être simple. Donc parce que ce sera une transition, on ne va pas passer à l'autonomie complète de tous les véhicules du jour au lendemain. Donc il faudra gérer 2 flottes. Voilà, c'est impossible, il y aura nécessairement cohabitation entre les robots et les humains, mais il y a vraiment cette question fondamentale. Est-ce que c'est imaginable? Alors oui, aujourd'hui, vous avez de l'automatisation partielle. Par exemple, il y a des véhicules qui se garent tout seuls. Donc, on voit bien la progressivité. Mais l'hypothèse d'une rupture, et donc, à un moment donné, d'une voiture qui est 100% autonome et qui attire les regards de tous les utilisateurs et qui est, justement, parce qu'elle est révolutionnaire, le grand vainqueur, c'est quand même une hypothèse sérieuse. Mais Jean-Louis Missika, vous dites qu'a priori, le scénario le plus probable est celui d'une disruption rapide du secteur de l'automobile. L'année dernière, en 2017, le trio des plus gros vendeurs de voitures au monde, c'était en 1 l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il y a ensuite Volkswagen et Toyota. Oui. Est-ce qu'il est possible que dans les 20 ans, ce trio vole en éclats ? Et qu'il y ait un nouvel acteur aujourd'hui inconnu? On ne peut pas l'exclure complètement. Ce n'est pas à exclure. Non, ce n'est pas à exclure. Ça dépend beaucoup de la capacité stratégique de ces grands constructeurs traditionnels et de leur capacité à comprendre la révolution des mobilités. Et donc le fait de passer de la construction de voitures que l'on vend à des individus à un système où on vend des services de mobilité et on pilote des services de mobilité. Et cette transition, elle est compliquée aussi parce que c'est un changement complet de modèle économique. Donc on ne peut pas exclure qu'il y ait des perdants et des nouveaux entrants. Y a-t-il un risque d'ailleurs que d'un point de vue de la souveraineté économique, de la souveraineté industrielle, on ait par exemple des constructeurs automobiles français qui fabriquent les voitures, des voitures autonomes, mais qui dépendent de technologies autonomes développées par les États-Unis, la Chine, en tout cas à l'international, mais pas en France. Est-ce qu'il y a ce risque-là, Jean-Louis Missika ? Il y a un vrai risque, si vous voulez. Le risque, il est lié au fait que la Chine et les États-Unis sont les pays
les plus en avance sur le plan de l'intelligence artificielle et la robotisation des véhicules, c'est de l'intelligence artificielle. Et le risque, c'est aussi que ce qui compte dans l'équipement de la voiture, c'est la partie numérique. Et donc, d'ailleurs, ça redonne du pouvoir aux équipementiers, qui étaient de simples sous-traitants des constructeurs automobiles. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans la mesure où le système d'exploitation, où la gestion des bases de données, où les algorithmes de gestion des flottes de véhicules vont devenir la création de valeur la plus importante, on voit bien que là-dessus, les constructeurs automobiles sont dans une situation un peu complexe et un peu délicate. C'est la reprise de pouvoir d'entreprises comme Valeo, par exemple. Qui mise beaucoup sur la voiture autonome. Absolument. Valeo est un des leaders mondiaux. D'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un équipementier français. Mais on est effectivement dans une situation où le rapport de force bouge en faveur de l'équipementier. D'ailleurs, c'est ce que vous évoquez, page 176 de votre livre. Vous dites « Tout retard ou contrainte supplémentaire causée par des réglementations tatillonnes, par des procédures administratives alourdies, condamnerait définitivement, c'est votre mot, l'industrie européenne ». On y est ? Alors, je pense que tout le monde a conscience de ça. Je pense que les gouvernements et la Commission européenne, je pense que les constructeurs européens ont conscience de ça. Et il faut vraiment le souhaiter. Parce que si jamais la stratégie, c'est celle du retardement, alors ce serait une catastrophe. Parce que ça voudrait dire qu'on ferait de l'Europe le dernier de la classe de cette révolution des mobilités. La Chine et les États-Unis seraient des leaders. On serait des consommateurs, mais plus des producteurs, finalement. Exactement. Or, on est dans un cycle schumpeterien. Il y aura des destructions d'emplois, notamment des emplois de chauffeurs, mais il y aura aussi des créations d'emplois. Mais le drame serait que les créations d'emplois n'aient pas lieu en Europe, mais dans d'autres continents. Et justement, c'est ma question. Aujourd'hui, selon vous, la réglementation européenne est-elle trop tatillonne, comme vous dites, pour favoriser l'innovation de la voiture autonome? On est déjà dans une situation qui est déséquilibrée parce que vous avez la Convention de Vienne qui réglemente à l'échelle internationale la conduite des véhicules, qui n'est pas signée par la Chine ni par les États-Unis. Donc ils ont une liberté vis-à-vis des obligations internationales que n'ont pas la plupart des pays européens. Mais le risque, c'est plutôt qu'il y ait une volonté de la part des constructeurs, allemands ou français, de faire en sorte que l'expérimentation ne soit pas facilitée sur les routes et dans les villes. On voit bien que des gens, par exemple, disent c'est pas normal que l'on puisse avoir un véhicule sans chauffeur, alors que, par exemple, la Californie accepte le principe que la supervision est suffisante. Donc quand on rentre dans le détail, et c'est ce que nous faisons dans ce livre, quand on rentre dans le détail des réglementations, on se rend compte qu'il pourrait y avoir des réglementations qui freinent et que ça, ce serait vraiment catastrophique. Et ce seraient les constructeurs historiques qui tenteraient de les mettre en place pour retarder l'arrivée de nouveaux entrants? C'est un scénario envisageable? C'est un scénario envisageable, mais de ce que l'on voit des déclarations des grands patrons, des grands groupes industriels européens, je pense à Mercedes, je pense à Renault-Nissan, les récentes déclarations de Carlos Ghosn, on se rend compte quand même que la prise de conscience est là, et ce sont quand même des gens extrêmement intelligents, et je pense qu'ils ne tomberont pas dans ce piège. Allez, on va terminer cette interview juste par un passage, page 98, qui est quelque chose de très intéressant et qui va permettre de se rendre compte de peut-être ce qui va se passer à l'avenir. Je dis peut-être parce qu'après tout, on n'est jamais à l'abri de surprises, mais vous dites qu'au début du 19e siècle, le progrès, c'était l'arrivée des routes dans les villes. Je résume. Désolé, à la fin du 19e siècle. Voilà, dès que j'ai plus le livre sous les yeux, voilà, je me trompe. Mais à la fin du 19e siècle, l'arrivée des routes, c'était le progrès. Aujourd'hui, vous dites que c'est plus forcément le cas. Au contraire, il y a une demande très forte de reprise des centres-villes, notamment pour la piétonisation. Oui, bien sûr. Est-ce que la voiture autonome, en permettant, grâce à des systèmes d'algorithmes, d'optimiser l'autopartage et sans chauffeur, ça peut justement réduire le nombre de voitures et signer peut-être la fin du tout-voiture? Ah oui, bien sûr. D'abord, il faut savoir que le XXe siècle a été un siècle où on a ouvert progressivement les villes aux voitures, jusqu'à d'ailleurs les soumettre à la voiture. Les autoroutes urbaines, par exemple, la voie express Georges Pompidou ou la radiale Vercingétorix, si on prend le cas de Paris. Mais d'un certain point de vue, Paris a été préservé par rapport à certaines villes américaines ou chinoises. Il faut savoir qu'un véhicule est immobile pendant 95% de sa durée de vie. C'est pour ça qu'on a autant de parkings
dans les villes. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'avènement du véhicule autonome permettrait de libérer beaucoup de mètres carrés dans les villes. Mais simplement, le rééquilibrage de l'espace public entre ce qu'on appelle les circulations douces, les piétons, les cyclistes et les voitures, c'est une demande déjà des citadins. Il y a un sujet de lutte contre la pollution, il y a un sujet de lutte contre le bruit. Et il y a un sujet tout simplement de qualité de vie, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas lâcher la main de vos enfants quand vous êtes dans une rue parisienne, alors que c'était le cas au début du XXe siècle. Donc, on voit bien que l'arrivée des véhicules autonomes, c'est la possibilité justement de reconquérir l'espace public et de le redonner à une vie collective beaucoup plus agréable. Et la fin de la voiture personnelle aussi? Ah bien sûr, bien sûr. Si donc c'est un changement de paradigme complet pour les constructeurs actuels. Ils ne vont plus vendre des voitures à des particuliers, mais à des sociétés de services, c'est ça? À des sociétés où ils vont eux-mêmes produire le service. On voit bien que aussi bien Renault que Peugeot font maintenant du service de mobilité. Et bien évidemment, le véhicule autonome n'a de sens que s'il est partagé, puisqu'il peut rouler 24 heures sur 24. Donc on est face effectivement à une situation où dans les villes, un jour, ce qu'on appelle la mobilité comme service deviendra dominante, voire même exclusive. Merci Jean-Louis Misica d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, adjoint à l'urbanisme à la maire de Paris, Anne Hidalgo, et auteur donc de ce livre dont on a discuté ce matin, Des robots dans la ville, coécrit avec Pierre Musso, que j'ai oublié de citer en début d'interview. C'est publié chez Talandier.